Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast présente une figure emblématique de la pensée philosophique du XVIIIe siècle, Jean d'Alembert, qui est un mathématicien, physicien, philosophe et encyclopédiste français, né le 16 novembre 1717 à Paris, où il est mort le 29 octobre 1783. Il est célèbre pour avoir été l'inventeur d'un principe de l'équilibre que Condorcet explique dans son Éloge de d'Alembert. Il a ainsi fixé une liaison entre les lois du mouvement, par son théorème maintenant nommé théorème de d'Alembert. En 1744, il est l'inventeur de cette nouvelle branche des mathématiques, le calcul aux dérivées partielles, qui introduit des fonctions arbitraires. En 1749, à la suite de ses recherches en mathématiques sur les équations différentielles et les dérivées partielles, il est appelé pour diriger l'encyclopédie avec Denis Diderot. Sur le plan politique, la bourgeoisie a besoin du peuple pour promouvoir les libertés et abattre les institutions héritées de la féodalité. Elle se méfie du peuple au moins pour deux raisons. Une raison sociologique d'abord. Pour la bourgeoisie, le peuple est une masse inorganique, un corps fondamentalement dispersé et donc incapable d'exprimer la volonté générale et de vivre dans la concorde. Une raison morale ensuite, le peuple est une masse indécise et capricieuse, sans expérience, sans hauteur de vue, et donc incapable de s'occuper des affaires publiques. Bien au contraire, en raison de son impulsivité, il génère une vie politique nécessairement instable. D'Alembert est célèbre aujourd'hui comme le codirecteur de l'encyclopédie avec Diderot et l'auteur de son discours préliminaire. Mais les étudiants de mathématiques et de physique se souviennent de la règle de d'Alembert pour la convergence des séries, du principe de d'Alembert à la base de la mécanique ou de l'opérateur d'alembertien nécessaire pour l'étude des ondes, voire du théorème de d'Alembert ou de d'Alembert-Gauss, connu aussi sous le nom de théorème fondamental de l'algèbre. C'est le traité de dynamique, publié en 1743, qui l'a rendu célèbre à 25 ans. Ce savant a bien à tort mauvaise presse pour le calcul des probabilités. Pour le reste, son œuvre est mal ou peu connue. D'Alembert défend l'étude, la culture savante, les lettres et les arts, la modernité et la diffusion des connaissances en général comme condition de la liberté. Le discours préliminaire de l'encyclopédie répond point par point au discours sur les sciences et les arts. Certes, les mots du temps sont grands, et d'Alembert en convient, mais ceci est dû au fait que les arts, les connaissances scientifiques et les lettres sont insuffisamment répandus dans le public. Il convient d'agir par les livres et la culture, non pour éclairer ce public, mais pour lui donner les moyens de s'éclairer lui-même. Les progrès de la liberté, quoique fragiles et lents, existent, ils peuvent infléchir les mœurs. Il convient donc d'améliorer la législation et l'éducation, y compris des filles, de favoriser les arts et les sciences. Le peuple alors acquérera la possibilité de se diriger lui-même, l'esprit public s'infléchira. Ainsi, la civilisation ne corromprait pas, tout au contraire, et l'homme qui pense n'est pas un animal dépravé. Les lois politiques ne sont pas impuissantes à modifier les mœurs ou les règles civiles. Le peuple n'est pas présent simplement dans les fêtes et la vie sociale, il a capacité à connaître. Il n'a donc pas besoin d'un législateur qui inscrive dans les mœurs un amour pour la liberté qui peut se faire jour, au contraire, pense d'Alembert, d'une manière raisonnable et raisonnée. S'il est vain à ses yeux d'écrire des diatribes contre la société, s'il faut chercher des remèdes à ces maux, la philosophie de d'Alembert n'est pourtant pas optimiste au sens trivial. On a même cru discerner chez lui un certain scepticisme. L'activité scientifique de d'Alembert, en effet, n'est pas étrangère à sa philosophie générale. C'est dans l'examen des sciences, et à partir d'elle, que l'auteur du traité de dynamique inscrit sa prudence philosophique, sa tolérance et son réformisme,
inaugurant là la grande tradition de la philosophie des sciences à la française, tradition qui, à partir de l'examen des sciences, vise à établir, sans toujours y parvenir, une philosophie générale et une philosophie politique. Les sciences nous apprennent ce qu'il en est désormais de la vérité, qu'il existe des certitudes, mais que celles-ci sont limitées, que ces certitudes naissent dans l'échange entre scientifiques et la liberté de penser. L'accès à la vérité est indirect et partiel. Le progrès des connaissances est indéniable, mais limité et tâtonnant. La catégorie de la temporalité, par exemple, est imposée par notre esprit aux choses. Il n'est pas sûr que le temps tel que nous le concevons existe sous cette forme dans la nature. De même, on ne peut rien dire de l'espace en général hors d'objets ou de corps qui l'occupent, c'est-à-dire hors de sciences particulières qui tentent de les approcher hors des mesures et de leur expression mathématique. Donc, parler de la nature en général n'a aucun sens. Les sciences sont indépendantes du sens commun et des données sensibles, ce qui n'ôte rien à la solidité des lois de la mécanique, par exemple. Les sciences de la nature n'étudient donc pas la nature, mais des propriétés communes au corps, que les mathématiques permettent d'approcher de manière simplifiée parce qu'abstraite. Ce dont nous pouvons faire le tour, raisonnablement, c'est des connaissances humaines dans leur diversité et leur richesse. La solitude ni la nature directement abordée ne nous enseignent rien. L'aspect circonscrit et en partie conventionnel des sciences n'exclut pas la recherche philosophique de principes communs, mais rien ne garantit qu'on parvienne à la définir. La philosophie est une activité, non un ensemble de résultats. Le programme, qu'est le discours préliminaire, n'est pas un traité ou une théorie de la connaissance fermée sur elle-même et a prioristique. D'Alembert n'est pourtant en rien un sceptique. Il ne met pas en doute la capacité à connaître, mais en savant prudent, il estime devoir renoncer à toute recherche de vérité absolue et définitive, à la recherche des causes. Chaque science ou même chaque branche spécialisée d'une science particulière poursuit un travail qui s'inscrit dans la durée historique d'efforts collectifs pour approcher un certain nombre de théorèmes, lois ou résultats scientifiques. Si le discours préliminaire de l'encyclopédie proclame la dignité et l'unité des connaissances humaines, la juxtaposition des articles reflète la fragmentation des certitudes effectives, la multiplication des points de vue, à la fois unis et séparés dans la neutralité tolérante du dictionnaire raisonné. La connaissance objective n'est ni intérieure, ni souterraine. L'organisation du travail intellectuel est en partie anonyme. Elle impose une dimension collective aux recherches. D'Alembert parle souvent des philosophes, du petit groupe, persécutés et actifs, collaborant à faire progresser la connaissance et la réflexion. Ces appels à la solidarité à l'égard de Rousseau y compris ne sont pas simplement tactiques, mais participent d'une certaine conception de la connaissance et des Lumières. On ne marche pas seul dans une route nouvelle, il y a en quelque sorte une politique collective de la philosophie, de même qu'un aspect collectif à la recherche scientifique. L'éloge de Genève est sincère chez d'Alembert, dont la pensée a des accents sauciniens. L'homme n'est ni bon, ni méchant, ni libre. Il est susceptible de liberté de jugement et de conscience si l'éducation et la législation le favorisent. Il s'améliore en imitant la personne morale du Christ, la charité et la tolérance. Les progrès des sciences et de la connaissance favorisent donc les progrès de la liberté comme amélioration spirituelle et morale collective plutôt que l'intériorité de la vie subjective. Il n'y a pas d'humanité ou assez peu dans la solitude naturelle. L'homme vivant seul sur une île est un être romanesque. La vie en société est naturelle au zoon politikon qu'est l'homme. Les sociétés primitives, de plus, ne sont pas idylliques. L'inégalité de la force sera heureusement ordonnée par les efforts modernes encore bien insuffisants vers l'égalité politique. Cette égalité donc n'est pas naturelle. Elle est égalité devant les lois construites dans l'histoire humaine. Elle est d'ailleurs fragile.
La liberté est sans preuve rationnelle et sans évidence. Elle est un effort et une tâche, un devoir public plus que privé. Il existe donc une morale pour d'Alembert et une politique. Pas plus que les certitudes scientifiques, elles ne sont pourtant pas hasardeuses ou subjectives et n'ont rien de naturel et d'éternel, de métaphysique ou d'absolu. Leur connaissance passe par celle de l'histoire sociale des valeurs. Les fondateurs de la sociologie et des sciences morales s'en souviendront. Saint-Simon ne songera-t-il pas plus tard à élever la politique au rang d'une science expérimentale? Parce que d'Alembert tenait déjà, avec Helvétius et d'Holbach, que la morale, art social comme elle, relève de l'observation scientifique. Saint-Simon croyant à la science exploratrice des faits et législatrice des sociétés, cette croyance, il la devait au géomètre d'Alembert. Au contraire de Rousseau, en particulier dans Émile, on doit prendre l'homme tel qu'il est et non tel qu'à la rigueur il aurait pu être. Le progrès est précaire et fragile. Il tient à cette connaissance de nous-mêmes, à cette capacité à raisonner que l'histoire et les sciences morales et politiques nous procurent. D'Alembert et Rousseau illustrent l'unité des Lumières dans la pluralité. Au-delà de la lumière française, les philosophes sont littérateurs et les romans philosophiques. Les Lumières françaises posent d'ailleurs une question à la philosophie, dans la mesure où la singularité des œuvres et des personnes brise ce que l'on croit savoir de l'identité de la discipline. L'antiphilosophie de Rousseau, les sciences humaines posées à l'horizon de la pensée de d'Alembert, met en œuvre ce qui s'accomplira dans les plus grandes œuvres du XIXe siècle, la sortie de la philosophie. Malgré donc les divergences doctrinales, ce qui lie littérature, philosophie et science, c'est d'avoir un horizon politique au sens large et au sens noble. Le réformisme de d'Alembert et le radicalisme de Rousseau se trouvent en effet réunis dans cette préoccupation commune à toutes les Lumières françaises, la responsabilité de constituer une société juste. C'est l'homme qui, ce faisant, est la justification de Dieu, et les Lumières françaises une théodicée dans et par la politique. Ainsi, l'idée de liberté est indissolublement liée, pour Rousseau, à celle de religion, mais elle n'est pas fondée sur la religion. C'est la religion, au contraire, qui est fondée sur elle. Le point central de la religion se trouve désormais dans la théologie morale. La mise en cause des Lumières n'est pas une divergence concernant la théorie de la connaissance ou la conception de la vérité, mais sur la nature et des fondements de la justice. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.